Je dois maintenant exposer le contrôle effectué par le notaire lors du dépôt. Bien. Par mon activité de juriste au Cridon, je suis au courant de la plupart des difficultés issues de la pratique à ce sujet. Et je vais vous faire part de ma conception. Alors déjà, à la base, le notaire effectue, on peut le dire, 3 contrôles. Contrôler le respect du délai de réflexion, contrôler le respect des exigences formelles et contrôler, on en reparlera, on peut discuter de la légalité de la Convention. Commençons donc par le premier contrôle, le contrôle du délai de réflexion. Alors, à mes yeux, quel est le contenu de ce contrôle du délai de réflexion? Le contenu. Il y a 2 exercices à réaliser pour le notaire. Premièrement, vérifier que le délai lui-même a été respecté. Et effectivement, je considère que le délai ne court pas du jour de la réception, mais du lendemain, malgré la rédaction du texte légal. On va appliquer la règle de la computation des délais dans le Code de procédure civile. Deuxième question, la fin du délai. Eh bien, par rapport, contrairement aux règles de computation des délais, je considère que si le délai finit un dimanche, le délai est fini. Voilà, mais bon, on peut discuter de cela. C'est un détail. Oui. Le code de procédure civile. Oui. Non, là, c'est pas le code, ça. Je sais que c'est pas le code, Où ça mais je vais écarter le code. Vous Je vais écarter le code. prenez une liberté avec le code de procédure civile, oui. Alors, excusez-moi. Excusez-moi que je me retrouve dans mes notes. J'y suis. Alors, si on rentre dans le détail, on évoque la fin du délai. Est-il applicable ce fameux article 642 du Code de procédure civile, selon lequel le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant? Bien. Certes, certains auteurs appliquent ce texte-là dans notre cas de figure. Mais la Cour de cassation a déjà décidé que ce texte n'est applicable que lorsque un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai. Or là, il n'y en a pas d'actes ou de formalités qui doivent être accomplis avant l'expiration du délai. Je me focalise là-dessus et je décide que le texte n'est pas applicable. C'est un argument juridique qui n'emportera pas forcément la conviction, j'en sais bien, mais c'est ma position. Voilà, je vous l'explique, que le texte 642, je le connais, mais je l'écarte par rapport à un arrêt rendu par la Cour de cassation dans un autre domaine juridique. Et j'extrapole. Mais c'est discutable. Alors, premier contrôle par le notaire, la durée du délai de réflexion. Il doit le faire. 15 jours. Deuxième contrôle par le notaire, à mes yeux, le notaire doit également vérifier que chaque époux a personnellement signé le recommandé. Personnellement. Ce qui entraîne en pratique de multiples difficultés. Les époux vivent encore ensemble, monsieur a signé les 2. Le notaire doit refuser le dépôt. Un enfant a signé les 2. Le notaire doit refuser le dépôt. Il faut vraiment que chaque époux signe personnellement le recommandé. Je peux répondre à des questions pour des cas précis, j'en connais, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Quelle est la sanction du contrôle? Eh bien, le notaire, forcément, est obligé de refuser le dépôt dès lors que le délai de réflexion n'a pas été respecté. Mais que faut-il faire alors? Eh bien, à mon avis, il faut distinguer. Concrètement, si chaque époux a reçu le projet, personnellement, mais qu'on n'a pas respecté le délai de réflexion de 15 jours, par exemple, la convention des avocats a été signée le 15e jour. Dans ce cas-là, à mes yeux, ce n'est pas la peine de repurger de la réflexion. Mais on signera la convention des avocats une nouvelle fois après ce délai de 15 jours. Deuxième cas de figure, l'information personnelle de chaque époux n'est pas avérée. On n'est pas certain que celui-ci a signé recommandé. Eh bien, dans ce cas-là, il faudra recommencer le délai de réflexion et, après les 15 jours, signer la convention. C'est le premier contrôle, le contrôle du délai de réflexion. Deuxième contrôle, le contrôle des exigences formelles. On est face à un texte strict
je dirais bête et méchant. Le notaire doit vérifier toutes les mentions, et comme ces mentions sont obligatoires sous peine de nullité, on pourrait croire que s'il y a une lacune, une erreur, une omission, comme il y a un risque de nullité, le notaire doit refuser le dépôt. C'est la lecture de certains, ce n'est pas la mienne. À mon avis, le notaire ne doit refuser le dépôt que si la lacune, l'erreur, l'omission a pu altérer le consentement des époux sur le principe ou sur l'une quelconque des conséquences du divorce. Je comptais prendre 3 exemples. Je vais prendre 2 exemples. Premier exemple, l'état civil. Est-ce que vous me permettez un nouveau désaccord? Oh bah, allez-y, allez-y. Alors, il faudra que je demande au ministre aussi, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la réponse ministérielle. Il ne faut pas développer trop les chicanes aujourd'hui. Je ne dirai... Alors, je ne dirai rien sur l'état civil des couples. Par contre, on évoquait l'état civil des enfants. On pourrait croire que c'est indifférent. Mais dans ma lecture, ce qui compte, c'est protéger le consentement des époux. Imaginons qu'une jeune fille, madame, âgée de 19 ans, poursuive ses études. Il faut connaître sa profession. On va mettre étudiante. Il faut le savoir parce que l'obligation des enfants, d'entretien des enfants mineurs se poursuit jusqu'à la fin des études. Oui. Imaginons qu'il poursuive ses études, étant majeur, hein, il faut le savoir. Imaginons qu'elle se marie à l'âge de 20 ans. Elle n'est plus à la charge de ses parents, mais de son conjoint. Dans ma lecture, il faut protéger le consentement des époux. On pourrait imaginer que madame sache que la fille s'est mariée, qu'elle le taise, que monsieur ne le sache pas, qu'il verse une obligation d'entretien des enfants mineurs, majeurs qui poursuivent ses études à madame, alors qu'en fin de compte, la fille n'habite plus chez la mère, mais elle habite chez son mari. Oui, mais alors là, je vous coupe. Oui. Si vous voulez. Parce que comme on demande la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant... Oui, je disais, là je coupais Monsieur Lebas en toute amitié, mais comme on demande systématiquement les copies intégrales des actes de naissance des enfants, on verrait tout de suite s'il y avait la mention d'un mariage ou pas, donc on aurait l'information. Oui, mais il faut, à mes yeux, il faut mentionner toute information donc nécessaire. Ça changerait la donne sur les pensions. La réponse ministérielle, oui. Elle dit il faut mentionner toute information utile. Oui. Or, et c'est là qu'elle se trompe à mon avis, tout ce qui concerne leurs enfants majeurs, ce n'est pas utile. Eh bien, elle commence par avoir raison, il faut mentionner ce qui est utile, mais parfois, les informations des enfants majeurs sont utiles. Ah oui. Si la fille s'est mariée à l'âge de 30 ans et qu'on l'omet, ça n'a aucune incidence. Si elle s'est mariée à l'âge de 19 ans, ça peut en avoir une. C'était ma petite remarque. Mais on ne se marie pas à 19 ans. C'est ça, en fait. Ah, il plus à 19 ans. Alors, le deuxième exemple du respect des mentions, c'est l'état liquidatif. Oui. La convention doit comporter un état liquidatif ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. À ce sujet, le notaire doit vérifier ceci. Soit il y a un état liquidatif, il faut que ce soit un état liquidatif réel. Donc, il faut que l'état liquidatif rédigé par l'avocat distingue des biens propres des biens communs. Par exemple, si l'on dit « Madame garde la voiture », ça ne va pas. Il faut également, dans une étape liquidative, mettre la valeur. Si on dit « Madame garde la voiture commune », ça ne va toujours pas. Il faut mettre la valeur. Mais, attention, ça c'est du formel. Si le notaire a l'impression qu'un exercice de liquidation de récompense est erroné, ce n'est pas un motif de refus, là. C'est un vrai état liquidatif qui peut-être est erroné, mais c'est un vrai état liquidatif. Il pourrait, en bonne pratique, informer l'avocat « Tiens, j'ai l'impression que la liquidation de récompense est erronée. » Mais il ne peut pas refuser le dépôt pour ce motif-là. Voilà. Voilà l'exercice un peu difficile que la loi exige de notaire pour le respect des mentions obligatoires. Quelle est la sanction du contrôle formel également si l'une des mentions fait défaut et a altéré, là c'est moi qui ajoute, le consentement des époux, le notaire doit refuser le dépôt.
J'ajoute qu'à mes yeux, ce n'est pas la position de la circulaire qui est plutôt stricte, mais à mes yeux, une simple erreur matérielle pourrait faire l'objet d'une nouvelle convention sans nouveau délai de réflexion. Dans l'esprit de la circulaire, si on touche à la convention, rajouter le deuxième prénom de l'épouse, il faut un nouveau délai de réflexion. Moi, je ne suis pas d'accord. Si on rajoute le deuxième prénom et qu'on fait une nouvelle convention des avocats, ça ne change pas le consentement des époux. Donc, à mes yeux, ce n'est pas la peine de faire un nouveau délai de réflexion. Mais c'est ma position souple dans ce domaine-là. Oui. Troisième contrôle, le contrôle de la légalité. Nulle part la loi ne demande au notaire de vérifier la légalité des stipulations de la convention d'avocat. C'est une position du ministre reprise dans sa circulaire. Ceci dit, dans son statut, le notaire dressant un acte notarié, l'article 3-2-3 du règlement intérieur des notaires précise que le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, sauf à le refuser pour l'élaboration des conventions contraires à la loi, frauduleuses ou qui s'est inefficaces ou inutiles. Le notaire est quand même tenu par son statut et à mes yeux, s'il y a une clause non seulement d'ordre public, mais une clause nulle, là c'est par rapport au statut, je pense qu'il doit refuser le dépôt. Ceci dit, le problème c'est que la loi ne dit rien à ce sujet. Donc imaginons que le notaire pense qu'une clause de la convention des avocats est nulle, imaginons l'instant une compensation entre une soulte du partage dans l'acte d'avocat et une pension alimentaire pour les enfants. Madame ne réclame pas de pension alimentaire pour les enfants, monsieur, en compensation, renonce à la soulte. Cette clause est nulle. Oui. Bien. Le notaire refuse le dépôt. Mais si l'avocat ne veut pas refaire de convention et demande au notaire de procéder au dépôt, je pense que le notaire doit refuser le dépôt et on retrouve du judiciaire parce qu'à mon avis, l'avocat, soit on change de notaire par à zéro, soit il doit saisir le juge pour forcer le notaire à procéder au dépôt. Le divorce non judiciaire devient judiciaire pour non-respect par l'un des professionnels de ce qu'il va faire. Moi, c'est pas quoi. Bien. Voilà pour ce que j'estime être le travail du notaire. Donc, une position plutôt souple de ma part pour le contrôle de la convention des avocats. Il avait été prévu d'envisager également l'étape d'enregistrement et de publicité foncière que je vais faire beaucoup plus rapidement que prévu, sauf s'il y a des questions à ce sujet. Par rapport à l'enregistrement des conventions, il y a 3 documents. On va commencer par l'acte d'avocat. L'acte d'avocat, contrairement à l'acte notarié, n'est pas par principe soumis à enregistrement en droit commun. L'acte d'avocat n'est soumis à enregistrement que s'il contient des clauses elles-mêmes nécessitant leur enregistrement, comme une liquidation partage ou une prestation compensatoire. Bien. Donc, si l'acte d'avocat contient une prestation compensatoire, il est soumis à enregistrement. Qui procède à l'enregistrement de l'acte d'avocat? Contrairement à l'acte notarié, ce n'est pas nécessairement l'avocat. Ce sont les parties, lesquelles peuvent charger quelqu'un de faire leur place, l'avocat ou le notaire. À quel moment faut-il enregistrer la convention des avocats? On peut le faire dès sa signature. Ceci dit, sur le plan des droits d'enregistrement, c'est un acte imparfait, en ce sens qu'il est soumis à un dépôt postérieur. Donc il n'y a aucune obligation de l'enregistrer dès maintenant. Si on le fait, un droit fixe sera quand même perçu, mais il n'y a aucune obligation de le faire. Donc en pratique, je dissuade d'enregistrer l'acte d'avocat avant le dépôt. Oui. On arrive au deuxième document, l'acte notarié liquidation partage. Là, il y a une controverse à ce sujet. Certains poursuivent l'ancienne pratique du divorce par consentement mutuel judiciaire, au cours de laquelle procédure, l'acte notarié, dès sa signature, devait être enregistré, soit à la recette des impôts, soit par un paiement sur état, selon qu'il y ait une condition suspensive ou pas. Bien. Mais ceci résultait du fait que c'était une procédure judiciaire et qu'en procédure judiciaire, il n'y avait pas de formalité fusionnée. Il y avait l'enregistrement à la recette des impôts. Dès lors qu'il n'y a plus de procédure judiciaire, à mes yeux, on est vraiment dans la formalité fusionnée
Et l'acte notarié ne peut pas être enregistré avant la publicité foncière. L'acte notarié, à mon avis, n'est pas soumis à enregistrement avant la publicité au service de la publicité foncière. Principe pur et dur de la formalité fusionnée. On y reviendra. Par rapport au troisième document, l'acte notarié de dépôt. Je l'ai dit tout à l'heure, tout acte notarié est soumis à enregistrement. Article 635 du Code général des impôts. Normalement, on applique la loi, cet acte notarié doit être enregistré. Mais on sait que le ministre voulait un divorce rapide et pas trop cher. Donc le ministre avait décrété que cet acte notarié de dépôt ne devait pas être soumis à enregistrement, ce qui transparaît de la circulaire, mais pas de la loi du tout, qui n'a pas été modifiée. Alors, on applique la loi. Normalement, il faudrait déposer l'acte de dépôt à la recette des impôts. Ceci dit, ma pratique que je préconise est différente. Je suggère de suivre la pensée du ministre, de ne pas déposer l'acte à la recette des impôts, mais de faire un enregistrement sur état. Un enregistrement sur état en précisant l'exonération, en faisant mention de l'exonération des droits d'enregistrement. Je précise que c'est lors de l'enregistrement de l'acte notarié de dépôt que le notaire lui-même devra verser le droit d'enregistrement, afférent également à l'acte d'avocat, s'il y a un partage ou une prestation compensatoire taxable. D'où l'intérêt pour le notaire, en pratique, de se faire provisionner de ses frais d'enregistrement, d'une éventuelle liquidation partage de l'acte d'avocat qui serait soumise en droit d'enregistrement et qu'on paierait lors du dépôt par le notaire. Deuxième étape, la publicité foncière de l'acte notarié de partage. Donc très brièvement, un certain temps après le vote de la loi, certains ont cru qu'on publiait au service de la publicité foncière l'acte de dépôt du notaire, contenant en annexe la convention des avocats, contenant en annexe l'acte notarié de partage. Juridiquement, on ne peut pas parce que l'article 710-1 du Code civil interdit de publier au service de la publicité foncière un acte notarié de dépôt contenant un sous-seing privé. On ne peut plus. Donc, si on respecte ce texte légal, ce qu'il faut, c'est publier directement au service de la publicité foncière l'acte notarié de partage, en faisant mention que le dépôt a eu lieu, par exemple, en joignant directement l'attestation du notaire comme quoi le dépôt a été réalisé. Voilà. Alors je me prononce sous réserve de la pratique de la publicité foncière, puisqu'il n'y a pas de réglementation officielle à ce sujet. Je ne sais pas si, oui. Je comptais m'arrêter là sur la publicité foncière et l'enregistrement. Très bien. Pour laisser le soin à d'éventuels... Oui, quand je parlais tout à l'heure des courriers recommandés et des délais, quand l'avocat envoie la convention au notaire pour le dépôt avec l'acte notarié, il doit le faire dans un délai de 7 jours à compter de la signature donc des conventions. Il faut savoir que ce délai, il n'est pas prévu de sanction. Si ce délai, je le précise, n'était pas respecté, c'est-à-dire que si le confrère dépassait le délai de séjour et envoyait après, il n'y a pas de sanction, mis à part qu'il engage sa responsabilité civile professionnelle. En ce qui concerne les notaires, ils ont normalement un délai de 15 jours à compter du moment où ils reçoivent la convention d'avocat avec l'acte notarié pour procéder au dépôt, au rang des minutes de la dite convention et de son annexe. Là encore, ce délai-là n'est pas toujours respecté, mais là encore, il n'y a pas de sanction, si ce n'est la responsabilité civile professionnelle du notaire, parce que tant que ce n'est pas déposé, il n'y a pas de divorce. Et il peut se passer effectivement plein de choses dans l'intervalle de temps. Je voudrais aborder un dernier point, ça concerne effectivement les modalités pratiques de dépôt de la convention au rang des minutes. Il y a une pratique qui se développe, alors qui n'est pas commune à tout le monde, mais qui consiste, et là j'interroge M. Lebas, qui consiste à ce que les notaires demandent aux époux de venir en leur étude pour signer
un document, un acte de dépôt. Alors, tout le monde ne pratique pas de la même façon, mais j'interroge Monsieur Lebas sur la légalité de cette pratique, de cet acte qui arrive là maintenant chez certains, alors que je n'ai vu nulle part dans les textes cette façon de faire. Alors, la loi ne prévoit pas l'intervention des époux à l'acte de dépôt. Ceci dit, elle ne l'interdit pas. Donc, si un notaire, à la demande de ses clients, qu'il connaît de façon amicale, préfère qu'ils interviennent à l'acte de dépôt, il le peut. Certains le font pour vérifier qu'ils veulent toujours divorcer, mais bon, un jour ou l'autre, il faut dire stop, quoi, voilà. Attendez, excusez-moi, je termine. À mes yeux, il faut éviter de faire intervenir les époux. Tout simplement parce que le notaire a exercé un contrôle déjà réalisé, et là est au stade du dépôt. Si les époux seront présents, un jour, madame va dire, mais alors, il est dit qu'il y a déclaration qui appelle le liquidé. Mais il y a 20 ans, j'ai reçu de ma mère 800 000 € en succession. C'est pas avec ça qu'on a acheté notre maison à La Baule. C'était une belle succession. Ah oui. Quand même, oublier 800 000 €. Que fait le notaire? Le lendemain, monsieur dit, autre divorce, alors la PC, lorsqu'elle est prévue par l'avocat, une partie en capital, une partie en rente viagère, on m'a expliqué la fiscalité. Sur Internet, j'ai vu que la fiscalité était différente. Que doit faire le notaire? Oui. Eh bien, je vous dis, à mes yeux, il est préférable que les époux n'interviennent pas, parce que ça... Non, mais je pense... Le notaire, à mon avis, sort de son rôle. Il a procédé à un contrôle uniquement avec l'écrit, le projet de la convention des avocats. Il n'a pas à écouter les époux sur d'autres précisions, voilà. C'est ma pensée, hein. Oui. C'est le système légal. Voilà. Et par rapport à la force exécutoire, la loi a prévu un nouveau type d'acte créant la force exécutoire, en plus de l'acte notarié, en plus du jugement, c'est l'acte d'avocat soumis à un dépôt notarié uniquement dans le cadre du divorce par consentement mutuel. Donc, tant l'acte notarié de partage, qui est un acte notarié, donc pas de souci, force exécutoire, que l'acte d'avocat, dans ce cas de figure très précis, à force exécutoire, sans que les époux signent un acte à valeur authentique devant notaire. On peut être d'accord, on peut être pas désaccord avec le choix du législateur, mais c'est son choix. Voilà. Ouais. C'est noté dans les conventions de divorce des avocats que le divorce ne sera effectif que le jour de l'enregistrement. Mais en fait, on ne leur impose pas de venir, mais on leur propose, parce que c'est un jour important pour eux. Donc on leur propose un rendez-vous. Après, si ça les intéresse pas, on le fait tout seul. Mais moi, ça me semble important de leur proposer d'être présents le jour où leur divorce est officialisé. Après, c'est plus une relation de clientèle, c'est pas une question de droit. C'est une question de moment important de leur vie. Voilà. C'est une question intéressante quand même, parce qu'il y a un désaccord, mais c'est une question d'état d'esprit du consentement mutuel. Comment est-ce qu'on perçoit ce divorce par consentement mutuel? Est-ce que c'est la totale liberté des époux, ou est-ce qu'il faut encore du formalisme pour constater, encore une fois, qu'ils sont bien d'accord pour divorcer? Alors, on ne constate pas qu'ils sont toujours d'accord, mais c'est juste, voilà, je signe et c'est fait. C'est juste qu'ils soient présents et informés du jour où c'est fait, quoi. Enfin, Par rapport à ce que vous dites, il est quand même clair que, justement, ils sont présents lors de la signature. Après, ça rentre dans, je dirais, les formalités consécutives, dont le dépôt. Mais ils ne peuvent pas ignorer cette étape finale. Est-ce qu'ils doivent pour autant être présents une nouvelle fois? On propose. Dans l'esprit de législateur, l'étape importante, c'est la signature par les époux de la convention. Bien sûr. C'est à ce moment-là qu'ils se disent on est divorcé, et accessoirement, un autre professionnel, le notaire, vérifie que la convention est bien rédigée. Ils ne le sont pas. Je continue. Le notaire procède au dépôt.
et après, une attestation est remise. Voilà. C'est le système prévu par le législateur. C'est quand même un peu de la défiance, c'est à croire que finalement la population de personnes mariées n'est pas suffisamment mûre pour être libre de divorcer. Je comprends très bien tout ce matma là, un petit peu accumulé qui, alors là, l'objectif du législateur pour faire un divorce rapide, ben, il ne sera peut-être pas atteint de sitôt. Alors, on ne donnera pas notre avis en tant que magistrat sur la pratique professionnelle des notaires. Chacun fait effectivement comme il le souhaite. Juste rappeler que nous, quand on prononce un divorce judiciaire, les époux sont informés par leur avocate de la date du délibéré, mais c'est tout. Nous, on ne voit pas les époux quand on prononce le divorce. Alors effectivement, dans le cadre du divorce par consentement mutuel judiciaire, ancienne version, on voyait les époux et on prononçait le jour du divorce, enfin le jour où ils étaient devant nous, le divorce en leur présence, mais la règle pour le divorce judiciaire, c'est qu'on ne voit pas les époux. Donc, à mon sens, il n'y a pas d'obligation pour les notaires de recevoir les époux. Après, je pense qu'effectivement, rien n'interdit. Non, mais voilà, c'est juste vous dire que nous, on ne le fait pas. Alors, ceci dit, il y a un exemple où les époux doivent intervenir à l'acte de dépôt. C'est dans l'hypothèse particulière du partage d'un immeuble à l'un des époux, que celui-ci emprunte, que le prêt se financie par une subrogation du prêteur dans le privilège de copartageant. Oui. Pour que cette subrogation du prêteur dans le privilège de copartageant soit valable, il faut qu'il y ait une quittance notariée, d'où la présence des époux. C'est le seul petit cas. Un partage avec quittance, c'est pas la peine que les époux soient là, on ne fait pas de quittance notariée si on veut. Mais pour la subrogation de prise de copartageant, il faut une quittance notariée.